Il était une fois, dans une petite ville d'Angleterre, un jeune médecin nommé Gulliver. Il rêvait de voyager. Un beau jour, il apprit que le capitaine d'un navire ancré au port recherchait un docteur. Sans hésiter, Gulliver se présenta et quelques jours plus tard, il embarqua. Le navire prit le large en direction de l'Orient. Durant les premières semaines du voyage, tout se passa très bien. Mais un soir, le vent se mit à souffler si fort que le navire commença à tanguer violemment et à craquer de tous côtés. D'énormes nuages s'amoncelèrent dans le ciel et la mer devint couleur d'encre. Soudain, une gigantesque vague entraîna le bateau sur des récifs et le navire se brisa contre les rochers. L'équipage tout entier se noya. Seul Gulliver parvint à nager jusqu'au rivage. Exténué, il se laissa tomber sur la plage et s'endormit profondément. Lorsqu'il se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il tenta de se lever, mais il ne parvint même pas à bouger la tête. Couché sur le dos, il s'aperçut bien vite qu'il lui était impossible de faire le moindre mouvement. En effet, ses mains, ses pieds et même ses cheveux étaient fixés au sol par une multitude de ficelles attachées à des piquets pas plus gros que des épingles. Tout autour de lui régnait une grande agitation. Il sentit alors que quelque chose était en train de grimper sur sa poitrine. Baissant les yeux, il aperçut une minuscule créature, pas plus haute qu'un doigt, et qui avait forme humaine. Il fut tellement surpris qu'il poussa un cri, et dans sa frayeur, il arracha d'un geste brusque une partie des liens qui retenaient sa tête. Il s'aperçut alors qu'il venait de mettre en fuite une quarantaine de petits êtres de la même espèce. Bien que visiblement très impressionnés, les petits hommes revinrent et se mirent à construire un immense échafaudage au niveau de la tête de Gulliver. Lorsque ce fut terminé, l'un d'entre eux, qui semblait être le chef de ce peuple, escalada l'échafaudage et s'écria « Ekina Dégoul !» Gulliver, qui avait pourtant étudié beaucoup de langues étrangères, ne comprit pas le sens de ces mots. Puis le petit homme se lança dans un long discours dans lequel revenait sans cesse le mot « Lilliput ». Mais alors que Gulliver venait enfin de libérer sa main droite et qu'il s'apprêtait à saisir l'un des petits hommes dans sa main, une pluie de flèches minuscules s'abattit sur son visage, comme si 1000 aiguilles venaient le transpercer. Il décida de ne pas mécontenter davantage ceux qui le retenaient prisonnier et resta immobile. Bientôt, des centaines de petits hommes se hissèrent jusqu'à la bouche de Gulliver et y déversèrent des paniers remplis de nourriture. Après tout, ces petits êtres ont l'air plutôt bien disposés envers moi, se dit le jeune homme en savourant les mets qu'on lui présentait. En une seule bouchée, il pouvait engloutir 3 de leurs tout petits gigots d'agneau et 5 de leurs minuscules dindes rôties. Puis, on versa dans sa bouche des tonneaux entiers d'un vin qui lui sembla délicieux. Après avoir bien mangé, Gulliver reput, s'endormit à nouveau. À son réveil, Gulliver s'aperçut avec stupeur qu'il avait été transporté dans une ville où les bâtiments n'étaient pas plus grands que des maisons de poupées. On l'avait déposé dans le plus vaste édifice, une sorte de temple immense dans lequel il tenait tout juste assis et pouvait à peine se coucher. Des chaînes retenaient ses chevilles, mais elles étaient suffisamment longues pour lui permettre de sortir du bâtiment à 4 pattes et de se lever. La première fois qu'il sortit, la foule amassée devant le temple cria de stupeur. Mais très vite, par sa bonté, Gulliver sut s'attirer la sympathie de tous les habitants. Parfois, il s'allongeait sur le sol et en laissait 5 ou 6 danser sur sa main. Les enfants s'amusaient même à jouer à cache-cache dans ses cheveux.
Leur chef, qui était en fait un empereur, engagea les 6 savants les plus éminents du pays afin d'enseigner leur langue à Gulliver. Le jeune homme apprit ainsi que le pays s'appelait Lilliput et qu'il se trouvait dans la capitale, nommée Mildando. Très vite, il devint l'un des familiers de la cour. Souvent, l'empereur lui demandait de se tenir debout dans la cour du château et les généraux faisaient défiler les armées entre ses pieds. Mais un jour, Gulliver reçut en pleine nuit la visite inattendue de l'empereur qui semblait très inquiet. « Gulliver, lui dit-il, voilà maintenant plusieurs mois que vous êtes à Lilliput et je ne doute pas de votre amitié pour notre peuple. Hélas, l'Empire est gravement menacé. Notre voisin, l'empereur de Blefuscu, vient de nous déclarer la guerre. Je ne vous cache pas que leurs troupes sont bien plus nombreuses et bien mieux armées que les nôtres. En un mot, Gulliver, je vous demande votre aide. Sans vous, Lilliput est perdu. »« Majesté, répondit le jeune homme, je vous jure solennellement que je défendrai votre pays au péril de ma vie. » L'empereur expliqua alors à Gulliver que les Blefuscudiens attaquaient toujours Lilliput par la mer, car leur flotte était particulièrement puissante. Gulliver passa la nuit à élaborer un plan de bataille, et dès le lever du soleil, il se rendit sur la plage. Lorsqu'il arriva, les vaisseaux ennemis se trouvaient déjà postés près du rivage, prêts à l'attaque. En voyant arriver ce géant, les Blefuscudiens, pris de panique, armèrent leurs arcs et se mirent à tirer des milliers de flèches sur Gulliver. Mais Gulliver s'avança dans la mer. Il avait de l'eau jusqu'au torse lorsqu'il atteignit le premier bateau. À l'aide de crochets et de ficelles, il attacha ensemble tous les navires et les remorqua jusqu'au port de Lilliput, où les attendaient les troupes lilliputiennes. La plupart des matelots, épouvantés, se jetèrent à la mer avant même que leur vaisseau n'ait atteint le port. C'était la déroute dans l'armée de Blefuscu. L'état-major ennemi reconnut humblement sa défaite. L'empereur de Lilliput, cependant, ne voulut pas se contenter de cette victoire. « Gulliver, je veux que vous vous rendiez à Blefuscu afin que notre victoire soit totale. Je veux que le peuple des Blefuscudiens devienne les esclaves de Lilliput. »« Oh non, Majesté !» protesta Gulliver. « Les Blefuscudiens sont nobles et courageux. Plutôt que d'asservir ce peuple, vous devriez plutôt conclure un traité de paix avec eux et en faire vos alliés. » L'empereur finit par se laisser convaincre, et un traité de paix fut signé, à l'avantage des Lilliputiens, bien sûr. Hélas, il se trouvait à Mildando d'importants personnages qui ne virent pas d'un très bon œil ce traité de paix. Flimnap, le trésorier, ainsi que l'amiral Bolgolam, avaient toujours considéré les Blefuscudiens comme des ennemis mortels qu'il fallait anéantir à tout prix. Un soir, très tard, Reldrezal, l'un des amis les plus fidèles de Gulliver, vint frapper à sa porte. Gulliver le fit entrer, le prit entre ses doigts et le posa délicatement sur la table. « Gulliver !» souffla le petit homme, bouleversé. « Il faut vous enfuir au plus vite. Flimnap et Bolgolam ont réussi à convaincre l'empereur que vous aviez trahi les Lilliputiens en leur faisant signer un traité de paix avec les Blefuscudiens. La sentence vient de tomber. Vous êtes condamnés à avoir les yeux crevés par les flèches de 20 soldats. » À ces mots, Gulliver blêmit. « Est-il possible que l'empereur ait changé d'opinion à mon sujet si rapidement ? » Hélas, Gulliver, les monarques sont souvent entourés de bien mauvais conseillers et se laissent facilement influencer. Mais ne perdez pas un instant. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Alors Gulliver rassembla ses affaires et quitta Mildando sur le champ. Il lui fallut moins d'1 heure pour parvenir aux portes de Blefuscu. L'empereur Blefuscudien le reçut avec tous les honneurs. « Je suis très heureux de votre visite, Gulliver. Sachez qu'ici,
nous vous considérons tous comme notre allié, car sans votre intervention en notre faveur, jamais nous n'aurions pu signer un traité de paix avec Lilliput. Soyez donc le bienvenu. De toute évidence, l'empereur ignorait tout de la condamnation de Gulliver. Celui-ci se garda bien de l'en informer et accepta avec joie l'hospitalité des Blefuscudiens. 2 jours plus tard, tandis qu'il se promenait sur la plage de Blefuscu, Gulliver aperçut un objet de très grande taille qui flottait non loin de la côte. Sans hésiter, il ôta ses vêtements et plongea dans l'eau. En quelques brasses, il avait atteint l'objet. C'était une chaloupe de taille normale, et sans plus attendre, Gulliver rentra au port de Blefuscu en traînant derrière lui la chaloupe. Il fut accueilli par des cris d'émerveillement. Jamais les Blefuscudiens n'avaient vu un navire aussi gigantesque. Mais entre-temps, l'empereur de Blefuscu avait appris que Gulliver avait été condamné par le gouvernement des Lilliputiens. Il lui promit néanmoins de faire tout son possible pour le protéger. Alors, Gulliver demanda à l'empereur du matériel et des hommes, afin de réparer la chaloupe qui avait été quelque peu endommagée, et afin de fabriquer des avirons. Un immense chantier fut mis en œuvre, et en moins d'1 semaine, tout était terminé. Gulliver fit charger dans la chaloupe des provisions pour plusieurs jours, ainsi que quelques vaches et quelques moutons vivants. Puis il remercia chaleureusement l'empereur et les Blefuscudiens, et il gagna le large. Au bout de 3 jours, il aperçut au loin un navire anglais. Il parvint bientôt à le rejoindre et monta à bord. Lorsqu'il raconta ses aventures au capitaine, celui-ci crut que les épreuves qu'avait endurées Gulliver l'avaient rendu fou. Le jeune homme fut obligé de sortir de ses poches les minuscules vaches et moutons qu'il avait emportés de Blefuscu pour convaincre le capitaine qu'il disait la vérité. Sain et sauf, Gulliver regagna l'Angleterre. Il y devint très célèbre et très riche, grâce au bétail miniature qu'il avait rapporté. Cependant, il ne rêvait plus que de reprendre la mer. Et bientôt, il embarqua vers de nouvelles aventures.